Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans D'une voix après l'autre, la série de podcasts de la Haute École Léonard de Vinci, qui vous raconte des projets qui tissent des liens, qui prennent soin de soi, des autres et du monde dans lequel on vit. Je suis Magali Vienne et aujourd'hui nous parlerons du désir de devenir enseignant. Pour en discuter, nous avons à nos côtés un invité, Niels de Wilde, futur enseignant en école primaire. Bonjour et bienvenue Niels. Merci, bonjour à vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dressons rapidement ton portrait. Tu es né en avril 2004 à Bruxelles, mais tu as toujours vécu dans le Brabant wallon. Actuellement, tu es étudiant en dernière année de bachelier pour devenir instituteur primaire. Si tout se passe bien, et c'est ce qu'on te souhaite, tu devrais être diplômé en juin. Tu envisages ensuite d'entreprendre un master en sciences de l'éducation. Au cours de ton bachelier, tu as eu l'occasion de réaliser plusieurs stages dans des écoles primaires belges ou étrangères. Tu reviens d'ailleurs tout juste de ton dernier stage, qui s'est déroulé à l'école internationale de Sonderborg, au Danemark. Toujours dans le cadre de tes études, tu es délégué étudiant depuis 2 ans. Tu as également de nombreuses passions, que ce soit sportives, comme la course à pied, l'escalade, la marche ou encore le vélo, mais aussi plus artistiques, puisque tu t'es récemment lancé dans la création d'objets en argile. En parallèle de tes études, tu participes également au Parlement Jeunesse, une ASBL qui permet à des jeunes de 16 à 27 ans de prendre part au processus démocratique et de mieux l'appréhender. Nous en parlerons durant l'entretien. Ce projet te permet également de voyager à travers le monde, une autre de tes passions. Pour commencer, revenons un petit peu en arrière. Est-ce que tu aimais l'école quand tu étais enfant ? Oui. Oui. Quand j'étais enfant, c'était chouette. Moins chouette plus tard ? En secondaire, c'était un peu moins passionnant. Pourquoi tu as justement choisi d'enseigner dans le primaire ? Au début, justement, je pensais plutôt dans le secondaire. Parce que je préférais le contact avec des étudiants qui étaient plus âgés, des jeunes avec qui je pouvais avoir une discussion peut-être plus sérieuse que des enfants. Mais alors, je me suis vite retrouvé coincé dans le fait d'être alors enseignant dans une seule matière toute la journée, toute l'année. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment pas faire. Donc, j'ai plutôt opté pour le primaire, parce que là, on a la possibilité alors d'être enseignant de toutes les matières avec sa classe, et donc d'éviter justement l'aspect redondant des journées, en abordant alors tous les sujets différents sur sa semaine et en l'organisant comme on veut. Il y a une matière que tu préfères ? Pas spécialement, je les aime bien toutes. On l'entend souvent dans les médias, la fonction d'enseignant a besoin d'être revalorisée. Comment on pourrait le faire d'après toi ? Je pense qu'une des premières façons de le faire, ce serait de revaloriser le salaire des enseignants, parce qu'actuellement, c'est pas non plus le plus grand des salaires, et je pense que ça motive peut-être moins de personnes à s'y lancer. Et une autre façon de le faire, mais plus compliquée, ce serait aussi de redonner une meilleure image aux enseignants dans la société de manière générale. Parce qu'actuellement, ce n'est pas non plus le métier le mieux vu du monde, souvent vu comme des personnes qui veulent profiter des vacances ou d'avoir peu de travail. Et donc il y aurait un système, un processus à faire pour changer cette idée-là. Toi, si on devait te reconvaincre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait te dire ? Pour me reconvaincre, je dirais que en étant enseignant, on peut faire en fait enseigner de la manière qu'on veut, qu'on est totalement libre. Oui, on a les sujets définis à aborder en classe, mais qu'on est totalement libre de choisir notre liberté pédagogique et donc de l'aborder de la façon dont on veut, et que ça, c'est une super belle richesse et qui me convainc entièrement. Raconte-moi le moment qui t'a semblé le plus difficile durant tes études. Le plus difficile, je dirais, c'était d'abord pendant les préparations de stage. Au premier stage, quand on découvrait un peu ce que c'était et qu'on devait voir toutes les facettes à explorer, donc toutes les longues préparations à faire et tout le travail en amont devant chaque heure de leçon à donner. C'est là qu'on se rend compte en fait de la quantité de travail que c'est d'amener simplement 1 heure de cours en classe. Et quel a été le plus beau moment ? Le plus beau moment, ça a toujours été quand on est en classe et qu'on enseigne une matière, qu'un enfant va avoir un peu du mal, et qu'on réexplique autrement, et que là on voit le petit tilt dans ses yeux et qui dit « Ah, là j'ai compris, là c'est bon, c'est ok ». Et dans les années de primaire, il y a une année que tu préfères ? J'ai longuement hésité, ça a aussi beaucoup changé, parce qu'au début j'étais plutôt vers les plus âgés, donc vers les 6e primaires, puis après mon stage, je me suis dit que c'était pas plus mal de faire des plus jeunes, et donc maintenant je pense que je serais plutôt dans les 3 ou 4e primaires. Donc ça fait 9-10 ans ça ? Exact, oui. Qu'est-ce que ton expérience de futur enseignant t'a appris sur toi-même ? Ce qu'elle m'a appris sur moi-même, c'est que
j'avais plus de créativité que ce que je ne pensais, parce qu'au début, j'étais pas spécialement quelqu'un de très créatif en dehors dans la vie en général. Et alors là, en créant des leçons, pour éviter justement de tomber dans l'aspect redondant de toujours avoir une méthodologie à suivre, j'ai essayé de créer des jeux pour apprendre ou des manipulations, et donc ça m'a permis de découvrir que si je le voulais vraiment et que je cherchais réellement, je pouvais être créatif. Pourquoi envisages-tu de prolonger ton bachelier par un master en sciences de l'éducation? Alors pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est que je trouve, un peu trop jeune pour me lancer dans la vie active et quitter le monde étudiant, parce que j'ai l'impression que c'est une porte qu'on ouvre et qu'on ne sait plus repasser par après. Et donc j'ai envie de continuer à profiter de la vie étudiante pour 3 années supplémentaires avant de me lancer dans la vie active. Donc ça c'est la première raison. Ensuite, il y avait aussi l'idée que j'aimerais enseigner donc, dans une classe, dans une école primaire, mais c'est pas ce que je veux faire toute ma vie. J'aimerais aussi plus tard changer d'option ou avoir d'autres possibilités. Donc je vais maintenant faire tous les diplômes nécessaires pour avoir toutes les cartes en main après. Et comme j'aimerais bien être formateur de futurs enseignants par la suite, c'est grâce à ce master que je pourrais le faire. Tu vois déjà loin. Voilà, j'essaye. C'est bien. Elle ressemble à quoi, l'école de tes rêves? Alors, l'école de mes rêves, je dirais que c'est une école avec un grand jardin, une grande cour avec beaucoup d'herbes, mais aussi une cour avec des installations sportives comme un terrain de basket ou un terrain de foot. Je dirais qu'aussi au niveau du bâtiment, ce sont des grandes classes, où on a de l'espace pour circuler, on s'y sent bien, et chaque chose à sa place, on n'est pas non plus tous collés serrés. Dans mon école idéale, on ne serait pas plus que 15 par classe, avec un professeur principal dedans, mais souvent du co-enseignement, avec un deuxième instituteur ou une deuxième institutrice qui vient en classe pour soutenir le ou la professeure. Et je dirais que c'est un endroit où les enfants s'y sentent bien et ont envie d'apprendre, et apprennent des choses. Ça donne envie. Est-ce que tu as déjà pu l'approcher plus ou moins, cette école? Alors, pas entièrement, en tout cas jamais avec toutes ces caractéristiques les unes dans les autres. Au niveau de l'espace et de la taille des classes, ça j'ai pu l'approcher au Danemark, parce que c'est une école où il y avait justement beaucoup d'espace dans les locaux et beaucoup moins d'élèves par rapport aux locaux. Maintenant, concernant le plaisir d'apprendre et le fait que les enfants s'y sentent bien, ça je dirais que c'était un petit peu à chaque expérience de mes stages que j'ai pu le voir et que ça m'a convaincu que c'était une bonne chose à avoir. Ah c'est positif. Tu participes aussi au Parlement Jeunesse. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, alors le Parlement Jeunesse, c'est une SBL qui est gérée entièrement par des jeunes et qui vise à aider des jeunes. Et alors pour les aider, justement, dans la compréhension du système démocratique de notre pays, donc pour voir en fait comment ça fonctionne, le processus démocratique, à quoi ça sert de voter, quelles sont les implications qu'il y a derrière. Et donc pour ça, on a une mission principale, c'est d'organiser une fois par an une grande simulation au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et alors, pendant cette simulation, donc, on invite 120 jeunes de toute la partie francophone de Belgique, sans aucun prérequis, donc aucune nécessité d'avoir fait Sciences Po ou droit avant. Et alors, on les invite donc à venir au Parlement pour essayer, pendant une semaine complète, le travail de député et donc le travail parlementaire qui s'y trouve. Et comment tu as connu ce Parlement? Alors, c'est toujours une expérience que j'aime bien raconter parce que c'était assez spécial comme découverte. C'était simplement quelques jours avant la fin des inscriptions, une de mes profs, Madame Gérard, qui nous avait envoyé justement un mail qu'elle avait reçu de l'SBL qui cherchait à viser un autre public. Et donc elle nous avait envoyé rapidement, parce qu'il était déjà assez tard, en quelques mots-clés, regardez, expérience magnifique, postulez, allez-y. C'était justement notre professeur de philosophie et citoyenneté, et donc les objectifs se rejoignaient, parce qu'elle, comme la SBL, avait la visée de former des cracks. Donc c'est comme ça qu'elle avait l'information et qu'elle nous l'a partagée. Et au début, comme moi j'étais un peu perdu, que c'était la première fois que j'allais voter, vu que c'était l'année passée que j'ai eu l'invitation, je m'étais dit que ça pourrait être une bonne opportunité pour comprendre un peu ce que ça impliquait ou à quoi ça ressemblait. Et donc c'est comme ça que je m'y suis lancé et qu'au final, je suis tombé dedans et que j'ai pas envie d'en sortir. Tu peux nous dire ce que c'est qu'un crack? Oui, donc c'est les citoyens qui sont responsables, actifs, solidaires. Donc c'est l'aptitude d'être dans la société, à penser aux autres, à agir de manière démocratique ou à être responsable aussi sur tout un tas de sujets comme l'écologie ou les aspects sociaux. Et tu as un rôle là-dedans maintenant? Je veux dire, l'année dernière, tu y as participé. Est-ce que maintenant, tu es dans l'organisation? Alors, donc, comme vous l'avez dit, j'ai été comme participant l'année dernière. Cette année-ci, alors, j'ai recommencé l'expérience, j'ai postulé pour être dans l'équipe. Donc j'ai eu le rôle de chef de groupe, qui est à la fois partie animation des personnes en dehors de la simulation, et en même temps porte-parole de l'opposition pendant la simulation. Et alors, donc ça c'était cette année-ci, en fin février, début mars 2025. Et alors maintenant j'ai repostulé pour recommencer l'année prochaine, et j'ai eu la nouvelle hier justement, comme quoi j'étais repris
pour recommencer en tant que président de commission pour l'année 2026. Félicitations. Merci. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, cette deuxième expérience ? Le fait d'être dans l'organisation et d'avoir un rôle un peu différent. Ça m'a permis en fait de déjà voir tout ce qu'il y avait à l'envers du décor, toutes les petites choses qu'on ne peut pas spécialement voir tant qu'on n'est pas dedans, mais qu'on réalise une fois qu'on a les yeux plongés dedans. Donc ça m'a permis de réaliser toute l'ampleur du travail qui s'étale sur une année longue pour préparer une semaine de simulation. Ça m'a permis aussi de découvrir 29 autres magnifiques personnes j'ai tissé des super liens avec qui maintenant on est bons amis et on peut sortir assez régulièrement. Et alors ça aussi m'a permis de découvrir un peu plus qui j'étais ou comment je voulais être par rapport aux autres, parce que donc c'était redécouvrir 100 nouvelles autres inconnus ou inconnus, et donc c'était socialiser, c'était rencontrer, se représenter, et donc voir un petit peu les facettes que je vais mettre en avant ou développer avec les autres personnes. Et si j'ai bien compris, ça peut aussi te permettre de voyager, cette expérience ? Oui, exactement, parce qu'en fait le Parlement Jeunesse, donc c'est une simulation qui existe depuis 1997 en Belgique, mais c'était pas la première, vu qu'elle s'est inspirée d'une simulation qui existait au Québec, elle depuis 1949. Et donc chaque année on a des partenariats, notamment avec celle du Québec, où on envoie alors 5 délégués au Québec pour vivre leur simulation, et à l'inverse, 5 Québécois et Québécoises viennent en Belgique vivre notre simulation en mars. Donc on a un partenariat avec le Québec, aussi avec une autre simulation de Belgique, la simulation bilingue qui est le Jeugd Parlement Jeunesse, et on a aussi un partenariat avec la simulation de Vallée d'Aoste, une partie francophone du nord de l'Italie. Ok, oui, donc ça va te permettre de voir pas mal de monde. Exactement. Du monde. Est-ce que tu estimes que c'est d'autant plus important d'être un citoyen engagé quand on décide d'être enseignant ? Je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment plus important, mais ça reste important. Parce que je pense qu'enseignant ou pas enseignant, on doit s'engager un minimum, ou en tout cas comprendre comment fonctionne notre société pour s'y impliquer. Maintenant, c'est sûr qu'en tant qu'enseignant, on a aussi un rôle à jouer, vu qu'on fait partie de la société dans le sens où on va former les futures personnes de cette société. Donc je pense que c'est en tout cas intéressant de s'y intéresser pour voir aussi les mécanismes qui sont derrière pour justement choisir les sujets des référentiels qui seront, des matières qui seront abordées en classe ou des autres réformes par rapport à l'enseignement, oui. Et alors, si tu avais en face de toi un étudiant qui hésite à se lancer dans les études d'enseignant, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? Je dirais d'abord fonce, parce que si tu hésites, c'est qu'il y a quand même un petit truc qui te dit en toi d'y aller. Et donc la meilleure expérience, la meilleure chose à faire pour savoir si ça te correspond vraiment, c'est d'essayer, de te lancer dans les études, de voir par rapport surtout au stage, parce que c'est ça le plus important, c'est l'expérience de stage, voir si ça te convient, parce que c'est le métier que tu vas faire plus tard toute ta vie, ou en tout cas une partie de ta vie. Donc juste fonce, regarde si ça te correspond ou pas. Si ça te correspond, tant mieux, tu peux continuer, ça va être un super métier. Et si pas, au moins tu auras appris un peu plus sur toi. Est-ce qu'il y a un dernier message que toi tu avais envie de faire passer ? Je dirais simplement alors de profiter de toutes les expériences que vous pouvez avoir et de ne jamais hésiter face à une opportunité, de vous lancer toujours. C'est un beau message. Merci. Pour clôturer ce moment passé ensemble, ma collègue Ophélie Michelet va lire une citation de Wonder, un roman jeunesse écrit par R.J. Palacio. Il est préférable de connaître certaines questions plutôt que les réponses. Niels, c'est toi qui as choisi cette citation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui. Déjà pour poser le contexte, c'est justement dans un livre qui se passe dans une école où le professeur chaque mois apporte une citation ou un proverbe à ses élèves et les fait réfléchir. Et donc déjà je la trouve intéressante parce que ça permet de faire le parallèle au fait que les enseignants doivent amener les élèves à réfléchir, donc c'était déjà une bonne opportunité. Et alors si j'aime beaucoup cette citation, c'est parce que je pense que dans la société on doit essayer de se détacher de certaines vérités qu'on pense parfois vraies et inconditionnelles pour plutôt être en questionnement, toujours apporter de la nuance ou remettre en question des positions. Et c'est justement une des qualités essentielles d'un enseignant ou d'une enseignante, c'est de toujours se remettre en question, de jamais considérer les choses comme acquises et de toujours chercher à aller plus loin et mieux pour sa classe. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Niels, pour ce moment d'échange enrichissant. Toutes les sources ou infos pratiques dont nous avons parlé sont disponibles en description. Nous nous retrouvons dans un prochain épisode. En attendant, aidez-nous à faire connaître les voix de Vinci en partageant ce podcast.